la fin des années 50, en Afrique du Sud, le rugby est bien plus qu'un sport, c'est une religion. Dans tous les collèges du pays, les adolescents sont élevés dans la culture du combat. Ils rêvent tous de porter le maillot vert, frappé de la célèbre antilope. Dans un pays banni de toute compétition sportive pour cause d'apartheid, le rugby est une façon d'exister, de montrer sa force et ses certitudes. Dans une série de tests, aucune équipe n'est parvenue à battre les Springboks sur leur terre. L'équipe de France va réussir l'impensable, vaincre les Sud-Africains. Rien ne prédestinait les joueurs français au triomphe. Et pourtant, le 16 août 1958, à l'issue d'une éprouvante tournée de 6 semaines, le 15 de France réussit l'exploit. Un exploit qui restera gravé dans l'histoire de l'Ovalie et plus largement dans l'histoire du sport français tout entier. France a 9-5 lead. But to the French players, that final whistle was more musical than a symphony. They hugged and kissed each other, and well they might. They had beaten South Africa at last to become the first side to win a rubber in South Africa since 1896. Un seul reporter accompagne les joueurs français, Denis Lalanne. L'envoyé spécial du journal L'Équipe assiste à l'épopée tricolore de bout en bout. C'était un des moments les plus forts de toute ma carrière de journaliste. En 50 ans, j'ai rarement vécu un moment aussi poignant. Oh, on ne disait pas grand-chose. C'était même très silencieux. On savourait, quoi. Ils savouraient et je savourais moi aussi. Là, à cette minute-là, j'ai compris qu'ils avaient vraiment écrit l'histoire. Quelques mois plus tard, il publie Le Grand Combat du 15 de France. Un livre qui va marquer des générations de rugbymen. Le Grand Combat du 15 de France est un des best-sellers de l'écriture sur le rugby. On a l'impression de vivre avec ces grands joueurs de l'époque. On a tous rêvé de l'équipe de France, du rugby, à travers le grand combat de l'équipe de France. Et tout le monde a lu ce livre et relu. Et pour nous, c'était magique. C'est pas une aventure commune que de partir jouer devant 100 000 personnes, un peuple que tu ne connais pas et qui est fort. Dans la grande histoire du 15 de France, l'équipe de 58 a une part particulière. La version moderne du grand combat, c'est les yeux dans les bleus. C'était ce dont on rêvait quand on était un petit garçon et qu'on aimait le rugby. Voilà, c'était ça. Et ça représente une aventure humaine exceptionnelle. Personne n'a jamais vu les images de cette épopée. Elles existent. Dans ses bagages, André Frémaux, un des joueurs, avait amené 2 caméras. Pendant un demi-siècle, ces bobines ont dormi dans son garage. Elles racontent aujourd'hui l'histoire inédite d'une tournée exceptionnelle. L'intimité d'une aventure humaine et sportive. J'étais pas venu pour filmer, mais enfin je voulais ramener quelque chose. Je voulais ramener un souvenir, parce que je savais que ça allait, sans soupçonner l'importance que ça allait revêtir pour tous, parce que c'était un souvenir absolument inoubliable. André Frémaux a tout filmé dès le départ du Bourget ce 6 juillet 1958. La sélection qui part ce jour-là comprend 3 dentistes, des manutentionnaires, un médecin, un kinésithérapeute, des professeurs de sport, un viticulteur et 5 agents EDF. Pour rejoindre l'Afrique du Sud, ces joueurs ont pris 6 semaines de vacances. En guise de salaire, ils emportent une poignée de timbres-poste. L'équipe est partie pour ne pratiquement pas donner de ses nouvelles pendant 6 semaines. Ils sont partis sur une autre planète. On les a oubliés. Il faut normalement 2 jours pour atteindre Salisbury, capitale de la Rhodésie, l'actuelle Zimbabwe. Une grande aventure commence, elle sera pleine de péripéties. On part le 6 juillet au soir, c'était un quadrimoteur de la South African Airways. Le lendemain matin, là au-dessus du Sahara, on s'aperçoit qu'il y a les 2 moteurs de gauche qui ne tournent plus,
Et puis bientôt, il y a un troisième moteur à droite qui tourne plus non plus, obligé de se poser en catastrophe à Kano dans le Nigeria. Ça commençait bien. C'était déjà du Saint-Exupéry et de l'aéropostale. Kano en juillet. Sa chaleur étouffante, ses moustiques, ses entrepôts de cacahuètes, la principale production locale. Les joueurs sont éreintés. La caméra de Frémaux brise ce huis clos étouffant. L'objectif amuse, trace un trait d'union entre des hommes qui se connaissent peu et n'ont jamais vécu autant de temps ensemble. Les 27 Robinson tournent en rond. Mais le temps qui s'écoule ne fuit pas en vain. À Kano déjà, la sensation d'abandon fait place à d'autres sentiments. Pendant ces 2 jours-là, passés à Kano en attendant un avion de remplacement, je crois que là, le groupe a commencé à se former d'une manière fraternelle. Un jour et une nuit passent. L'avion de secours n'arrive pas. Les tricolores s'aventurent au-delà du tarmac pour leurs premières rencontres africaines. Pour la plupart des joueurs français, Kano constitue le premier voyage hors de métropole. Un rêve pour André Frémaux et sa caméra. Les enfants se pressent pour observer ces étrangers dont tout le monde parle. André filme dès qu'il le peut. Pour avoir plus d'images, il a même confié une petite caméra à son ami André Agette. Le 8 juillet, cela fait 2 jours que l'équipe de France a quitté Paris. Serge Saulnier, le manager de la tournée, s'énerve. Il expédie en Rhodésie un télégramme lapidaire. Le seul, en fait, le seul qui savait où on allait mettre les pieds, c'était Serge Saulnier. Serge Saulnier qui était un ours mal léché. Hein. Il n'y en a aucun d'entre nous qui n'ait pas eu maille à partir avec lui un jour ou l'autre. Mais, néanmoins, il était vraiment l'homme de la situation, parce que c'était un homme d'une grande intelligence, d'une grande culture, un caractère de fer. Et c'était un type comme lui qu'il fallait pour mener cette entreprise. Salisbury. La tournée est enfin lancée. À l'arrivée, des centaines de curieux viennent voir ces rugbymen français que l'on décrit volontiers petits et chétifs. Les tricolores vont pourtant tenter de relever un défi, jouer un match tous les 3 jours, pendant 6 semaines. La tâche s'annonce ardue. La presse locale attend le premier affrontement avec impatience. Mais loin de céder à la pression, les joueurs s'amusent. À quelques heures de la première rencontre, un air de vacances souffle encore sur le groupe. Le détachement et la décontraction nés dans la moiteur étouffante de Kano opèrent comme un anti-stress. Le comité d'accueil a préparé une petite visite culturelle au collège Saint-Georges de Salisbury. André Frémaux se met à filmer cette fabrique de disciples consciencieux et acharnés, voués à une seule religion, le rugby. Très vite, on s'est rendu compte que ces gens qui ne pratiquaient pas le même rugby que le nôtre. C'était un rugby plus direct, un rugby axé davantage sur l'intimidation physique, ou dire voilà, on met en priorité la puissance physique, l'énergie physique pour faire reculer l'adversaire. Toute la journée, les Français observent de jeunes gens qui se rentrent dedans sans retenue. Ils plaquent à tour de bras, se battent comme des chiffonniers à chaque touche et surtout poussent les mêlées comme des forcenés. À la mêlée, le scrummaging, l'arme secrète des Springboks pour battre les petits Frenchies en combat singulier. Les Français se sentent seuls.
Ils comprennent là que c'est contre tout un peuple qu'ils vont devoir se battre. Ils se sentent d'autant plus seuls qu'ils ne se sont jamais entraînés ensemble. Vous savez, quand l'équipe de France partait à cette époque-là, il n'y avait pas de soigneurs, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas d'entraîneurs, il n'y avait rien. Il y avait des joueurs et 2 dirigeants en poids. Le soir du 10 juillet 1958, 4 jours après le départ, les joueurs se dégourdissent enfin les jambes. Les cadences infernales de la tournée vont bientôt imposer des entraînements quotidiens. C'est la première fois, en fait, que l'équipe de France s'est entraînée plus de 48 heures de suite. En Afrique du Sud, ils vont mener une existence de professionnels. Ils vont s'entraîner tous les jours. Le 15 de France va aussi devoir s'habituer à la présence permanente de journalistes à ses côtés. Pour les chroniqueurs locaux, l'affaire est entendue. Les joueurs tricolores seront battus dès leur premier match. Ils brossent d'ailleurs ce portrait éloquent. Les Français sont très petits. Ils boivent 2 litres de vin par jour et trouvent les filles de Salisbury à leur goût. L'équipe de France, elle avait été constituée au dernier moment de briques et de broc, il faut bien dire, parce que personne n'était tellement partisan d'aller au casse-pipe. Bon, c'est ce qui a fait notre chance, c'est notre force finalement, parce qu'on a dit on va passer pour des rigolos, il faut quand même faire un effort. Dans les pages de l'équipe, Denis Lalanne souligne que la Rhodésie est bien décidée à ouvrir le bal et à enfoncer les lignes françaises. Nous, les remplaçants qui étions sur les bancs, on n'emmenait pas large non plus, honnêtement. Parce qu'il y avait des gabarits quand même, par rapport à nous, qui étaient assez impressionnants. On devait être pulvérisé et ridiculisé. On partait à l'abattoir, quoi, c'est ni plus ni moins. The visitors have had little time to prepare under dry conditions. However, they won the toss and Rhodesia kicks off. It's gathered by Bart, who gives a foretaste of things to come with a dazzling run. Weaving his way through the defence, he comes to a dead end. But the ball is carried on by Monclar, whose long pass out bounces badly and a first-minute sensation is avoided. A scrum in the Rhodesian 25. France heels but holds the ball. Then out it comes to Davo. Davo dummies, then jinks his way through for an unconverted try, and France leads 3-0. It's a battle royal between 2 tough packs, each ready to mix it. On both sides there's plenty of give and take, even if some people thought they were taking a little too much. Then the crowd saw a grand movement. From a line-out, the visitors get it back, and the half kicks it upfield. Celaya passes to Roncoul, who heads for home like an express train, and scores behind the posts. A great try, and with Vanier adding the extra points, France scored a creditable win in the opening game of their tour by 19 points to 0. Malheur aux vainqueurs. Les Bleus ont gagné, mais ils perdent déjà 2 joueurs, premiers d'une longue liste de blessés. Je me rappelle André Frémaux qui nous disait un jour, moi quand je vais revenir en France et qu'on me demandera quel est mon souvenir de la tournée, je dirai, eh bien en Afrique du Sud, j'ai connu de très beaux hôpitaux, d'excellents hospices, de merveilleux dispensaires, de très belles cliniques. Les tricolores sont désormais attendus de pied ferme pour le prochain match à Pretoria. Dans l'avion, alors qu'ils survolent l'or sud-africain, ils lisent avec avidité le télégramme de félicitations du président de la Fédération française de rugby. Ils parcourent aussi les articles élogieux de la presse locale. Un homme a plus particulièrement impressionné les journalistes sud-africains, Alfred Rock, pilier droit, vite surnommé The Rock, en raison de sa force herculéenne et de ses nettoyages dévastateurs. Les Français arrivent le 13 juillet 1958 à Pretoria, où ils doivent affronter une sélection du Transvaal, véritable berceau de l'Afrique du Sud. Ils font une petite visite au mémorial de l'histoire afrikaner. Oh les cœurs, les petits gars de France perdus en terre étrangère. Le lendemain, 14 juillet, les chœurs de l'armée bleue chantent à tue-tête dans les rues de Pretoria. Dans 2 jours,
Ce sera le match que tous les Sud-Africains attendent. Le match de la revanche. Les Français ne sont pas inquiets. Leur chorale séduit tout le monde. Sous l'œil protecteur de Serge Saulnier, nounou en chef de ces grands gaillards un peu insouciants. On n'imaginait pas que cette tournée-là allait être une tournée de combat. Et je dois dire que dès le deuxième match à Pretoria, contre le Transvaal du Nord, on a été servi. Le mercredi 16 juillet à 16h, les joueurs pénètrent dans une arène surchauffée devant 30 000 spectateurs qui n'attendent qu'une seule chose, la défaite des Français. Les tricolores entament le match pied au plancher. Ils survolent les débats. Mais cette réussite insolente est un outrage pour les Sud-Africains. Leur capitaine, Claassen, a une idée. Il lance une meute déchaînée sur tous les coups de pied à suivre. Là, ça a été le premier clash de la tournée. Lorsque les Français se sont aperçus un peu tard que lorsqu'on faisait un arrêt de volée, il fallait vite s'échapper une fois qu'on avait marqué l'arrêt. Là, entre le temps où on faisait l'arrêt de volée et que l'arbitre siffle, alors là, le gars était emporté. On a été surpris par ces plaquages à retardement. Il tapait à suivre, il passait, il vous bousculait volontairement, même il vous déséquilibrait pour vous faire tomber. Et Bichon m'a dit, t'as vu, ça fait 2 fois qu'ils nous font ça, on va faire pareil, non? Et moi je lui dis, Bichon, quand même, peut-être... Ah, il me dit, écoute, bon, non, c'est pas compliqué, Lucien. Si tu le fais pas, tu n'es pas obligé de le faire, mais alors tu sors. J'ai dit, mais je vais le faire. Et on l'a fait. À 20 minutes de la fin du match, la France compte 9 points de retard et 4 blessés. Mias a une entorse à la cheville. Etchavé a le poignet fracturé. Lacaze l'épaule luxée et le demi de mêlée Danos est KO. Les remplaçants sont encore interdits à l'époque. Mais les Bleus marquent par 2 fois. 19-10 puis 19-15 après une passe limpide de Roger pour Stenner. Malgré tout, la France tient son rang. Un dernier essai, elle n'est plus menée que d'1 point. Mais Lacaze, avec son épaule en compote, loupe la transformation. Les dieux du rugby ont abandonné des Bleus, KO debout. Et après, les premiers blessés sont arrivés. Et là, vraiment, je dis, si on ne se serre pas les coudes, on va pas sortir vivant d'ici. Dans ses articles, Denis Lalande dénonce la brutalité des Sud-Africains. Le lendemain du match, la liste des blessés s'allonge. Seule la moitié des joueurs sera en entraînement, l'autre moitié est à l'hôpital. C'est là que Serge Saulnier a commencé à clamer dans la presse sud-africaine, si les plaquages à retardement n'arrêtent pas, on reprend l'avion. Il a dû le répéter 20 fois dans la tournée. Pourtant, rien n'entame la bonne humeur de cette équipe. Rancoul et Lacaze, les 2 bouts en train du groupe, batifolent sur les pelouses du palais du gouvernement sud-africain à Pretoria. Mais une réalité cruelle rattrape les joueurs. En 1958, l'Afrique du Sud vit sous un régime de fer, l'apartheid. Nous avons été vraiment choqués par ce que nous avons vu à ce moment-là. L'apartheid dur était en vigueur à ce moment-là. La suprématie blanche sur la collectivité noire était manifeste. Pendant toute la tournée, les joueurs français vont trouver refuge dans les quartiers où les Blancs ne mettent presque jamais les pieds. Ils retrouvent chaque fois l'anonymat d'une bande de copains en vadrouille. Ils goûtent aussi au réconfortant soutien du peuple noir qui prend fait et cause pour eux. Nous, on était toujours au contact des Noirs. On allait toujours naturellement au contact des Noirs, plus facilement qu'au contact des Blancs. Ça nous a permis d'avoir des supporters extraordinaires, hein, parce que quand on partait au stade, on faisait arrêter le car, on voyait des Noirs qui étaient là, qui allaient vers le stade, on les faisait monter avec nous dans le car pour les emmener au stade. Alors là, on nous regardait, on disait, ils sont pas normaux, ils sont complètement à côté de la plaque. Pour le 3e match de la tournée à Springs, l'équipe de France doit affronter une sélection régionale qui compte pas moins de 12 internationaux. Les joueurs tricolores peuvent nourrir quelques inquiétudes, même s'ils semblent confiants et détendus.
À quoi pensent-ils dans le bus qui les amène vers un stade où les attendent 15 buffles prêts à les étriper? On passait pour des bêtes curieuses. Parce qu'on disait qu'est-ce que c'est que ces gars? Ils n'ont pas l'air de s'en faire, ils ont l'air d'avoir le moral, ils ont l'air de s'en foutre, et en fait on s'en foutait pas du tout, bien entendu. Blue jerseys take the field at the Pambrink Stadium Springs against a combined side from Natal, the Transvaal. They're great crowd pleasers, these Frenchmen, and they think and move like lightning. From the line out, Lacroix whips the ball to Ager, and France are on their way to scoring through a brilliant effort by Monclar. Monclar has the ball. He kicks ahead and follows up at full speed. Then checks, swings outside, gets the bounce, and he's over for a try. The try is converted by Vanier, and France lead 5-0. Now combined winner set scrum. Kamina grubber kicks. It looks dangerous, but Dupuis gets to it and carries it over his own line. Neither Twig nor Oxley can bring Dupuis down. He passes to Bart, and Bart starts a movement under his own posts. Momajar streaks upfield. As he's tackled, he passes to Roge. Roge jinks, draws Jerry Minell, then sends Monclar away. Monclar to Fremont, who kicks upfield, and play has been taken from the French touch-and-goal area to the combined side's 25. Magnifique, magnifique. Combined winner line-out. It goes to Nell, but he's upended and the ball rolls loose. Quick as a flash, Stene gathers, and Stene gives out to Roge, who has plenty in hand to score under the posts. Following the conversion by Barrière, France now led 13-5. Unfortunately, fullback Vanier was injured, but the combined captain sportingly suggested a substitute. The combined side was in the lead for the first time, 14-13. In the closing minutes, a kick was gathered by Martin, who put his side on the attack. This enabled Roncourt to feed the magnificent Monclar, and Monclar heads for home. An unconverted opportunist try, which gave France a victory over the combined Natal, Transvaal and Eastern Transvaal side by 16 points to 14. Cette blessure de Michel, quand on a su qu'il partait à l'hôpital, peut-être on allait le ramener en France, on ne savait pas s'il allait être opéré sur place ou pas. C'est vrai que cette blessure a eu un effet positif, effectivement. Tout le monde s'est dit, allez, il faut absolument se serrer les coudes. On s'était promis tous de donner de nos nouvelles, d'écrire à Vanier, qui lui était resté à l'hôpital, et on ne pouvait pas le laisser tomber. Il faisait partie de nous. Et... Là, s'est installé un climat de fraternité comme il n'y en avait jamais eu dans l'histoire de l'équipe de France. Dans l'avion pour le Cap, tout le monde se repose. La sélection française est décimée par les blessures. Elle a perdu 3 joueurs de plus au cours du dernier match. Le capitaine Celaya, le demi-mêlée Lacroix et le 3 Carrel Le Paté, atteint sur la pelouse d'une crise d'appendicite. L'équipe marque le pas. Elle vient de concéder un vilain match nul à Bloemfontein. À la veille du premier test match, la presse sud-africaine promet aux Français une fin de tournée désastreuse. Mais Lacaze sort sa guitare, oubliant la menace lancée la veille à Frémaux par le deuxième ligne Griffe. Au Cap, les Springboks vont tous vous tuer. La mer. Ils en rêvaient tous, et surtout les méridionaux habitués aux plages de Méditerranée ou aux sirènes de Biarritz. Après 15 jours de voyage, 4 matchs, 2 victoires, une défaite douteuse et un nul, les joueurs français ont le mal du pays. Après les cadences infernales imposées par la tournée, cette escale ressemble à des vacances. On est parti là-bas avec une équipe, certes, d'amateurs. Pour la plupart d'entre eux, ils étaient pauvres. Pendant 6 semaines, ils n'ont pas eu les moyens de passer un seul coup de fil à la maison. Ils discutaient des sujets de conversation que peuvent avoir des gars de 25 ans. Ils parlaient aussi du pays, beaucoup. Ils disaient, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là?
Et puis toujours avec cet humour particulier des joueurs de rugby. Je trouve que c'est une grande force des joueurs de rugby, c'est ça, c'est l'humour. Il y a toujours un humour à la rescousse qui fait qu'on surmonte les épreuves. Une nouvelle ère débute. Jamais une équipe de France ne s'était autant entraînée. Tous les jours ou presque, les titulaires retrouvent les pelouses des stades. Les autres se dégourdissent les jambes, comme ici sur le front de mer du Cap. Un groupe est né. Mieux encore, une véritable communauté d'esprit se forge au cours de cette tournée. Seuls face à leur destin, les Bleus se prennent en main. Pour le premier test match, les avants Springboks accusent 800 kilos sur la balance. 100 kilos de plus que leurs adversaires. Ils veulent humilier la mêlée tricolore. Mais les joueurs français ne les ont pas attendus pour se remettre en question. C'est, je crois, en Afrique du Sud qu'on a compris que le talent n'était pas suffisant. Et on a compris que pour vaincre et pour pouvoir s'opposer à des gens plus forts que soi, il fallait s'orienter vers une conception de jeu. Ça devenait sérieux et on commençait à dire il faut absolument qu'on travaille tous ensemble. Il ne faut pas reculer devant ces gars-là, il faut qu'on s'impose. On transformait quelque chose, on transformait le rugby français. Et au travers de cette transformation, on avait des résultats qui étaient inespérés. Comme on avait tous plus ou moins été capitaines de nos équipes respectives, cette convergence de science, entre guillemets, a quand même porté ses fruits parce qu'on a mis au point une technique de mêlée pour résister et elle s'est avérée bonne. À 2 jours du premier test match, l'effectif s'amenuise. Sur les 27 joueurs, 12 sont blessés et 5 ne joueront plus du tout au cours de la tournée. Cette équipe est belle. Belle aux yeux des admiratrices qui envoient leurs missives enflammées aux joueurs français. Belle surtout par sa classe et sa décontraction, qui se résument dans de grands sourires, ceux des valides et ceux des éclopés. Elle est belle surtout par les vertus que chaque joueur affiche, sans aucune prétention. On avait des gars quand même de trempe, un type comme Jean Bart, Aldo Caglio, Alfred Roch, c'est des monuments ça. Et François Monclar, et nous, on avait des avants qui voulaient se battre. À la veille du premier test, le demi d'ouverture André Agette se présente en larmes devant le manager Serge Saulnier pour lui confier son forfait. C'est le joyeux Lacaze, victime d'une luxation de la clavicule 8 jours plus tôt, qui propose de tenir le poste d'arrière. À l'heure du déjeuner ce samedi 26 juillet, le journaliste Rex Sweet, une des grandes plumes du rugby sud-africain, rend visite aux Français. Il déclare simplement « Je viens d'assister au déjeuner des Springboks. Quel contraste. On aurait dit une veillée funèbre. » Pour toute l'Afrique du Sud, ce premier test match est une affaire d'État. Dans les rues du Cap, les billets s'arrachent au marché noir. D'interminables queues de voitures stationnent devant les guichets pour obtenir les dernières places. Dans la presse, les observateurs déclarent que les champions du monde seront connus à l'issue de la rencontre. Rien que ça.
Lucien Mia leads France onto Newlands for the first test match against South Africa, captained by Johan Claassen. And there's a crowd of 44,000 at this international clash. South Africa kicks off. The ball is gathered, and after the usual skirmish, it goes into touch. France wins the scrum. The ball comes back to Dano, who passes to Martin. But Marcus Souza is caught with the goods on him. It was France who scored first. Following a line out, a loose scrum forms. Then, with bewildering speed, scrum half Dano drops for goal. It's a real pippin. France lead 3-0, and the great crowd gives them a big cheer. Dupuis tries to increase the lead, but the Springboks block the thrust, and Prinsloo carries it into touch. The Boks are under pressure. They win a scrum, straight on to Rosenberg, who's jostled by Kirkpatrick. As he is tackled, he passes to Lochner, who is stopped in his tracks. The ball is heeled, but Stratham knocks on. No further score, and France lead 3-0 at half-time. After the resumption, the volatile French team is on the go again. There's a good piece of backing up by Marcus Souza. As he is tackled, he passes to Dupuis, who kicks upfield. The dependable Gerber is there to gather the bouncing ball, but he doesn't find touch. And suddenly, Dupuis is streaking down the left wing. He sells a hatful of dummies. They don't bring him down, and he manages to pass to Bart. Hemmed in, Bart kicks ahead. Play moves near the South African line, and the Springbok defenders are determined to shut the French windows and not let France walk through. France, however, know all about French windows, and Monclar is stopped inches short. However, he passes off the ground, and Dano's try was quite correctly disallowed. From a loose scrum, the French forwards start a dribbling movement. The rush is stopped by Rosenberg, who falls on the ball. But the French forwards heel it to Dano. He feeds his line, and it comes to Martin, who attempts to make a break, finds too much opposition in the way, and then kicks across field. But Prinsloo is there to relieve the immediate pressure. From a line-out, the Springbok line sets off in full cry. There's a general melee. Then Pelser to Van Zyl. Out to Lochner, and Lochner goes over in the corner to equalize at 3-all. The conversion would put South Africa in the lead, but like other kicking chances, it went astray. So the score remained on the 3-all mark. France relied throughout on quick handling, quick thinking, and fast running with the ball. Had South Africa adopted the same tactics from the opening of the game, well, who knows? As it was, honours were shared in the lowest scoring game of the French tour so far. And when the heat of battle was over, the swapping of jerseys to show that rugby is all the better for sporting gestures. Holding the Springboks to a 3-all draw, the French team, depleted by injuries, gained stature and popularity with every match. Ça a été une horrible déception pour l'Afrique du Sud entière. Ils s'attendaient à tout sauf à ça. D'être maîtrisés dans le jeu d'avant, à la poussée, dans le scrummaging. On a été nous-mêmes surpris et soulagés de faire le match nul, parce que pour nous c'était la victoire. De ce premier test match, il reste le ballon que les joueurs expédient à Michel Vanier, demeuré à l'hôpital de Pretoria. Puis l'équipe se réfugie dans la ville de Franschhoek, littéralement le coin des Français en Afrikaans. Dépôt de gerbes, échange de souvenirs et petit discours d'André Frémaux, l'un des seuls joueurs à parler anglais. C'est une occasion pour goûter les délices du Cap, et notamment le vin rouge. Après le match du Cap, on se détend. Quand on y réfléchit, on se demande même si les troisièmes mi-temps n'étaient pas plus fatigantes que les deux mi-temps sur le terrain. Mais enfin bon, il fallait un peu ça aussi pour lâcher la vapeur. Cette tournée qui était tellement oppressante, tellement hostile, tout ça, il fallait ces troisièmes mi-temps pour lâcher la vapeur. À Wellington, dans la banlieue du Cap, ce mercredi 30 juillet, la bande de copains subit la loi de la sélection de la Western Province. Les Bleus ont la gueule de bois, ils encaissent 5 essais, 38-8, l'addition est salée. Il faut bien regarder avant de traverser un terrain de rugby. Car il n'y a pas qu'à la troisième mi-temps que les joueurs titubent. Dans Code 15 sur ESPN Classic, il y aura de quoi chanter des chansons paillardes tout le mois de septembre.
mais nous ne pouvions pas vous faire partager notre rengaine favorite pour des raisons de censure. Vivez les temps forts du tournoi des 5 et 6 nations. Tous les soirs à 19h sur ESPN Classique. À Port-Élisabeth, c'est d'abord l'émotion qui est au rendez-vous. Michel Vanier rejoint l'équipe avec ses béquilles et son plâtre de 5 kilos. Les Français sont à nouveau 27, pour le meilleur et pour le pire. Nous avons vécu un peu en autarcie, c'était une communauté plus qu'une équipe, c'était en quelque sorte, c'était un besoin vital pour nous à tout moment de se serrer. On parlait, on discutait, tout se faisait en commun. Partout où allait un, les autres étaient avec. On était comme des frères, comme une tribu, comme je sais pas. On ne pouvait pas on ne savait pas s'éloigner les uns des autres. Tout le monde était soudé. Il n'y a jamais eu la moindre engueulade entre l'un ou l'autre, la moindre rébellion de l'un ou de l'autre. Ça baignait dans l'huile. À 2 jours du match de Port-Élisabeth, la tournée prend les allures d'une guerre sans merci. Le 31 juillet, l'équipe publie l'allocution d'un ancien Springbok qui exhorte les Sud-Africains à défendre ardemment leur titre de champion du monde face à des Français fatigués, décimés par les blessures. Ce samedi 2 août, André Frémaux a lâché sa caméra. Il rejoint ses camarades pour un match cauchemardesque. Il pleuvait, il faisait mauvais. Bon, c'était à la suite de ce match à Wellington. Et ça s'est mal passé, effectivement. C'est peut-être la première fois où, sous la mêlée, il y a eu des choses qui ne sont pas bonnes à dire. 4 essais français sont refusés pour des fautes imaginaires. Les joueurs sud-africains pratiquent le coup de poing. La partialité de l'arbitre fausse les débats. Le match est très très mal arbitré. Et là, pour la première fois, Lucien Mias va perdre un peu la boule. Là, il va s'emporter. Et c'est là que Mias a dit, l'arbitre, bon, mais maintenant c'est fini, hein, on lâche les chiens, hein, maintenant c'est fini. Alors, nous, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On est rentré en mêlée, ces garçons en face, ils se sont demandé ce qui leur arrivait. Débordé, l'arbitre siffle la fin du match 5 minutes avant son terme, alors même que les tricolores sont en train de faire basculer le sort de la rencontre. Là, l'ambiance tourne allègre. C'est tout juste si la tournée, c'est pas terminé là, parce que je vous laisse imaginer Serge Saunier, les déclarations, c'est fini, on rentre à la maison. Lucien Mias dit rendez-moi mon passeport, je veux plus rester un jour de plus. Et moi-même aussi, j'embraye là-dessus en disant on est tombé chez des voyous, etc. En route pour East London et Durban. Désormais, la presse sud-africaine assassine ceux qu'elle nomme les brutes de Port-Élisabeth. Presque partout, les joueurs français sont traînés dans la boue. Les Bleus n'ont plus qu'une solution, gagner, avec la manière si possible. Ils vont enchaîner 2 victoires nettes, sans bavure. Voilà la réponse des brutes de Port-Élisabeth. Don't need to own you, it's only desire. And heaven knows my heart's on fire. When all is said and done, you are the only one. I should be crazy, but I'm not.
do 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 dweeda, do 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 dweeda, do 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 dweeda, do 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 dweeda. I'm swinging on a star. You'll say I've gone too far. I should be crazy, but I'm not. I should be crazy, but I'm not. I should be crazy, but I'm not. Johannesburg. La boucle sera bientôt bouclée. Les Français survolent les mines d'or une nouvelle fois. Après 2 matchs nuls, 3 défaites et 4 victoires françaises, cette tournée a pris une importance incroyable. Les Springboks ont été mis en échec au Cap. Tout se jouera donc lors de l'ultime rencontre. Un titre officieux de champion du monde est même en jeu. L'Afrique du Sud entière attend ce moment. Les Français, eux, essayent de décompresser. Ils viennent de jouer 9 matchs en 5 semaines. À l'heure où les joueurs français visitent les mines, les observateurs ne donnent pas cher de leur peau. Comment cette équipe, affaiblie par 1000 maux, amoindrie par de nombreuses blessures, pourrait-elle réussir là où les Néo-Zélandais, les Australiens et les Lions britanniques ont échoué depuis 60 ans? Comment ces joueurs fantasques pourraient-ils dérober le trésor de l'invincibilité des Springboks? Leur secret, les Français le préservent jalousement. À moins qu'ils ne soient là, filmés par Frémaux une fois de plus. Des amis s'amusent, rient, jouent. Qu'importe les chants de guerre qui résonnent à leurs oreilles. À 4 jours du dernier match, plus aucun de ces spectateurs attentifs n'est dupe. L'ultime combat sera sans pitié. Des regards féroces se posent sur les Français, comme en témoignent les gros titres de la presse sud-africaine. Le président du comité de sélection de la Fédération française de rugby n'est pas très optimiste. L'un des joueurs français est violemment attaqué, Alfred Rock. Il cristallisait sur sa personne toute cette, non seulement cette surprise, mais ce dépit de l'Afrique du Sud dominé dans sa force de toujours. Alors, on inventait on lisait de ces trucs dans la presse sud-africaine, des trucs insensés. Pendant que ces victimes se tordaient de douleur à l'hôpital, l'ignoble Alfred Rock était au bal avec une blonde plantureuse d'un côté, une brune de l'autre. Des trucs complètement insensés. Heureusement, pour oublier le chaos médiatique que provoque leur tournée, les Français vont se mettre au vert. À 1 nuit de train de Johannesburg se trouve le Kruger Park. Les joueurs peuvent souffler devant le spectacle de la vie sauvage. André Frémaux en profite pour consommer ce qui lui reste de pellicule. Les joueurs contemplent la nature comme des enfants qui verraient s'animer des soldats de plomb.
En 1958, un voyage aux antipodes pour des garçons de Cahors, de Lourdes ou de Perpignan, c'est d'abord une aventure inoubliable. Lors du safari du dernier jour, ils observent même la chasse d'une lionne. Le félin dévore sa proie. Spectacle prémonitoire. Le sang coulera-t-il à l'Ellis Park de Johannesburg? La grande préoccupation la veille du match, c'est les blessés. Vanier, il n'est plus là. Il reste que Lacaze à l'arrière. Lacaze a une épaule endolorie, une cheville. Lucien Roger à l'aile et Rancoul qui était forfait aussi, blessés l'un et l'autre. On n'aurait pas pu jouer un match de plus, hein. Là, on ne pouvait plus trouver 15 valides. Mais heureusement, une fois de plus, les 8 avants étaient là. Je me suis fait lever le plâtre, j'ai dit ça va, tout va bien, ça ne me fait pas mal. Je voulais, pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer ce test. Ce samedi 16 août 1958, une foule se presse vers l'Ellis Park. Les petits Français ne font plus rire. On les admire ou on les hait. Tout un peuple attend l'ultime confrontation. Le coup d'envoi sera donné à 15h15. L'Afrique du Sud s'est arrêtée de respirer. Voilà comment finalement ils sont arrivés au deuxième test match à Johannesburg. Voilà comment s'est joué le grand combat du 15 de France. There is virtually a capacity rugby crowd of well over 60,000 at Ellis Park to see the second and final test match between France and South Africa. This match terminates the French team's short but strenuous tour, and they're out to beat South Africa for the first time in their rugby history. Can France do what no other team has done in 62 years, win a rubber against the Springboks in South Africa? On sentait qu'on allait vers quelque chose de très difficile et on ne voulait pas rester en arrière. Il fallait qu'on lâche tout ce qu'on avait dans les tripes pour essayer de finir à beauté. Il faut dire, je serai quand même plus fort que celui qui est en face. Quoi qu'il fasse, je serai plus fort que lui. Et j'avancerai toujours. Quand vous ne parlez pas, que vous vous regardez tout juste, c'est que vous allez au même endroit. À 15h10, les joueurs français s'engagent dans l'étroit tunnel qui conduit dans la fosse aux Springboks. Ils sont à 80 minutes d'un exploit retentissant qui marquera l'an 1 du rugby français. Kamina kicks off for South Africa. Pickard can't quite get up and the ball goes into touch. France pin the box down near their own line. A desperation clearance by Nel fails to find touch. Lacaze gathers it and cuts across to feed his three-quarters. Lacaze to Martin, who is tackled. Out to Marc de Souza on the wing. With no room left, he cross-kicks back to the centre. There, four Springbok defenders are beaten by an extremely dangerous bounce. A hush comes over the crowd as France is awarded a penalty. Pierre Lacaze's kick is long and true, and France leads by 3 points to 0. Then back comes South Africa as Nel broke to send Skene away. Skene to Fourie, who put in an irresistible run to score a magnificent try. Gerber converted to add the extra points, and South Africa were leading 5-3 at half-time. Well, either side could win, as France kicked off for the second half. From the kick-off, a loose scrum was won by the Springboks. Tommy Gentles gathered, kicked ahead and followed up. He very nearly caught Dupuy in possession. His hurried clearance is taken by Prinsloo. Cutting across, Prinsloo is grasped by Dupuy. It's an all-action game, all right, and this scramble sees Joe Kamina gathering. And Kamina is away like lightning. Kamina to Nel, who heads for the corner, with Prinsloo outside him. And Prinsloo is brilliantly stopped, inches short of the line. It's a do-or-die effort. A tense moment as the Springboks hook.
Gentles to Kaminer. From Kaminer to Nell. Nell's grubber kick is blocked, but he recovers. Retrieving the ball, he feeds Kaminer again. Kaminer works across and goes for the corner, but he himself is forced out just short. And now France regains the lead as a magnificent drop goal by Lacaze makes the score 6-5. And clever play sees Martin in position, fed by Ager, and Martin's deliberate drop gives France a 9-5 lead. But to the French players, that final whistle was more musical than a symphony. They hugged and kissed each other, and well they might. They had beaten South Africa at last to become the first side to win a rubber in South Africa since 1896. And they deserved to win. The Springboks themselves were warm in their congratulations, applauding this truly great moment in French rugby history.